en ondes aussi ce soir. Je vous présente notre invité régulier, M. Larry Holstein. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur, pour l'invitation. Merci d'avoir choisi une soirée où la route est belle. Je pense que comme on planifie ça, mais il fait toujours beau quand je viens ici, c'est parfait. Je n'ai rien contre. Et je vous présente ce soir une conférence un peu différente des autres que j'ai présentées. Vous êtes habitués que j'arrive ici, vous avez toute une liste de plantes, des pages et des pages de plantes, puis on parle de plantes différentes. Ça, c'est notre histoire. Je vais raconter un peu plus ma vie à moi et ma vie en tant que jardinier qui aime voyager. Donc, une combinaison de voyage et de jardin. Et vous allez voir que je vais vous présenter des choses assez surprenantes et incroyables que j'ai vues à travers le monde. Et je vais terminer avec les jardins les plus jolis que j'ai jamais vus au monde ici. Vous allez voir tout ça dans la conférence de ce soir. Et on commence tout de suite. Et la première chose que je voulais mentionner, c'est de montrer un peu de mon père, qui est décédé depuis déjà plusieurs années maintenant, mais qui m'a initié au voyage et au jardinage. Donc, c'est lui qui m'a lancé sur cette liste-là. Je ne peux pas vous dire à quel âge que j'ai commencé à jardiner. Je me souviens pas, j'étais trop jeune. Et quand je suis le plus vieux, personne pour me le dire. Mais j'ai vu ma sœur, 10 ans plus jeune, qui commençait à 3 ans. Et je pense que j'avais le même âge, à peu près. On avait l'habitude chez nous que les enfants travaillaient dans le potager. Et on avait éventuellement, vers l'âge de 6-7 ans, notre petit lopin à nous en plus, dans le potager. Donc, dans le fond, j'ai toujours jardiné depuis mon enfance. Je me souviens que j'ai toujours été dans le jardin. Et mon père aimait beaucoup nous emmener en voyage. Il donnait congé à ma mère, qui aimait moins voyager, elle. Et on faisait du camping les fins de semaine. Presque toutes les fins de semaine durant l'été, on partait d'abord en tente, plus tard en tente roulotte, puis on voyageait aussi, moins qu'on pouvait aller dans une fin de semaine, des fois un peu plus. Et durant ce temps-là, en plus, dès qu'on avait un jardin public ou un centre jardin d'importance, quelque chose comme ça, mon père disait, oh, on va arrêter là pour Larry. Parce qu'il aimait autant ça que moi. C'est pas grave, moi j'adorais ça aussi. Fait que j'ai vu bien des jardins quand j'étais jeune, puis on a même fait un voyage à travers le Canada, je vous en parlais dans un instant. Et donc vraiment, c'était lui qui m'avait lancé sur cette liste-là. Et ça vous donne des grands voyages qu'on fait. Des voyages en camping, ça on en a fait aussi, mais on en a fait d'autres. Entre autres, Expo 67 à Montréal. Moi, je viens de Toronto, donc c'était pas juste un aller-retour. C'était un gros voyage. On avait été, par la suite, on avait été à l'île de Prince-Édouard dans le même voyage. Tant qu'il était rendu à Montréal, aussi bien continué de faire ça d'habitude. Et ma mère nous a accompagnés cette fois-là. Et vraiment, super intéressant, j'ai adoré. Mais vous savez quelque chose, évidemment, j'avais 12 ans, mais Expo 67 ne m'avait pas aussi impressionné que les campings avec des lacs et des piscines et des choses comme ça. Parce qu'un enfant de 12 ans, même ça, jouer dans l'eau, etc. Donc ça m'avait bien impressionné. Plus tard, aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, je suis le plus vieux encore une fois, mon père décide d'en faire un voyage dans l'Ouest canadien en auto avec 30 roulottes en arrière. Donc, j'ai eu mon permis de conduire, quelque chose comme le 2 juillet, et le 3, on partait en auto. Et c'est moi qui conduisais le moitié du chemin avec une 30 roulottes en arrière. On a survécu! C'est incroyable! On a survécu à ça. Mais encore, là, c'était pas mal plus. Hein, à traverser d'ailleurs, je me souviens très bien du moment où j'ai dépassé un pancarte marqué pas de remorque passé ce point. Et on avait vu trop tard, on n'avait pas le choix que de continuer. Mais on a survécu pareil. On avait des belles choses. C'est vraiment magnifique. Et ça me donne le goût de voyager. Depuis mon enfance, j'avais voyagé. Voilà notre hôtel. Hein. Vous voyez ici l'hôtel. C'était super chic. On était habitué à ça. Ma mère trouvait ça super primitif. Elle aurait aimé ça dans un grand hôtel chaque soir. Mais ça ne marchait pas comme ça avec la famille. Et ça, c'est la limousine. C'était fait pour, on était 4 chez nous, 4 enfants. Tous les 4 enfants en arrière. Mon père en avant, ma mère à côté. Puis, bien des chansons et bien des engueulades en roulant, comme d'habitude avec une famille. Mais c'est comme ça que j'ai voyagé dans ma jeunesse. Et en Europe, j'ai toujours voir des jardins quand on voyageait. Et moi, j'étais toujours fasciné par la nature. Donc, tout ce que je voyais m'a fasciné. Des choses que je n'avais jamais vues. Je me souviens, entre autres, la première fois que je vis Butchart Gardens à Victoria.
Je ne sais pas si vous avez été voir ça, mais incroyable. Un magnifique jardin, c'est super beau. D'ailleurs, vous savez que c'est le jardin le plus visité au monde. Au monde. Une ancienne carrière convertie en jardin. C'est de beauté incroyable. On avait été au Festival de la Tulipe à Ottawa. Vous savez que c'est date de la Deuxième Guerre mondiale, ce festival-là. Fait qu'on avait été voir ça, ça avait trouvé ça super. Et juste une anecdote comique. Des fois, en roulant, on voit des choses qu'on ne voit pas chez nous. Vous voyez cette grande arbre avec son écorce blanche qui tombe en plaque. C'est un platane. Un platane, il n'y a pas dans la région, je n'avais jamais vu ça. Et on avait été, on a fait à Gettysburg en Pennsylvanie. C'était le congé de Pâques. Mon père a dit, quand on part de Sitôt, il y avait encore de neige chez nous. On va partir vers le sud et c'est plus chaud. C'est pas été plus chaud. On a fait du camping dans la neige tout le long. Mais c'est pas grave. Mais je n'avais jamais vu un arbre comme ça. Fait que de temps en temps, on a arrêté pour demander aux gens comment ça s'appelait cet arbre-là. Personne ne savait. Je disais, ça ne se peut pas avoir des beaux arbres extraordinaires comme ça. Et personne ne savait qu'est-ce que c'était. C'est surprenant, hein? Les gens ne remarquent pas qu'est-ce qu'ils sont juste à côté. Mais moi, j'avais été fasciné par les choses en arbre. Dans l'école secondaire, j'ai eu une expérience extraordinaire. Vraiment extraordinaire à l'école secondaire. Il y avait une serre à l'école secondaire pour le classe de biologie. Pour le classe de biologie, il y avait une serre. Et la première année, on arrive à l'école secondaire. C'est qu'on avait plus. Pour les vétérans, c'était une grosse école. On ne connaît personne, on ne sait pas quoi faire. On n'ose rien. Mais dès la deuxième année, j'ai demandé au prof, est-ce que je peux aider dans la serre? Et à partir de la troisième année, je gérais la serre. C'était ma serre. C'est moi qui partais des plantes pour les cours de biologie. Je m'en suis occupé tout le long de l'école secondaire. Et je devais être le seul élève à mon école secondaire qui n'était pas content des longues fins de semaine. Pourquoi pas? Parce que je n'avais pas le droit d'entrer arrosé. Et mes plantes souffraient quand je ne pouvais pas m'en occuper. Je trouvais ça, les longues fins de semaine, je trouvais ça épouvantable, les longues fins de semaine. Mais j'ai adoré ça. Malheureusement, la génération montante, ils ont démoli la serre, ça n'est plus là. Mais moi, ça m'avait vraiment aidé. En tout cas, vraiment passionné. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que malgré cette passion-là, malgré le fait que je gérais le serre de l'école, pensez-vous qu'il y avait une seule personne qui m'aurait suggéré d'étudier en horticulture? Non, personne n'a jamais été. J'ai étudié en français. J'ai fait un bac en lettres. Mais c'est ça. Jamais personne n'a pensé de me diriger vers l'horticulture. Pourtant, c'était comme évident, hein? Je n'étais pas ma manière de plante. Bon, j'ai fini par grandir, par explorer plus loin. Et avec tout l'argent que j'ai ramassé durant mon adolescence, j'ai fait un voyage d'école, fin de l'école. On avait été en Allemagne et Autriche. Donc, pour moi, c'était une grande découverte. J'étais assez vieux pour acheter de l'alcool, ça c'était pas fait. On a vu de magnifiques choses. On a vu Salzbourg, des montagnes autour. Superbe au château de Neuschwanstein, à Bavière, qui était comme un château de Walt Disney, hein, absolument extraordinaire. Moi, j'ai adoré ce voyage-là. Je me suis fait 3 blondes durant le voyage. J'ai trouvé ça excellent et vraiment intéressant. Mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé. C'était pas les châteaux, c'était ce jardin-là. Île de Mainau en Allemagne, je ne sais pas si les gens qui l'ont visité déjà. Île de Mainau, c'est une île entre l'Autriche et l'Allemagne. En fait, la France est juste à côté aussi. Comme les 3 pays se rencontrent juste à côté. Et d'ailleurs, c'est plus une île, c'est rendu une péninsule parce qu'ils ont comblé. Et c'est dans un lac plus chaud, le lac Constance, qui est plus chaud que le reste. Ce qui fait qu'on peut cultiver des choses en Allemagne qui ne poussent pas dans notre pays normalement. Et entre autres, ils ont des palmiers. Toute ma vie, je n'avais jamais vu un palmier autrement que dans un pot. Je ne connaissais pas ça. Je suis resté bouche bée devant cette plante-là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire, tellement différent. Ça ressemblait à rien que j'avais vu de ma vie. J'ai trouvé ça incroyable. Et le plus drôle, c'est que tous les autres se promenaient autour comme s'il n'y avait rien de spécial. Je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que je ne suis pas comme les autres. Et vous savez vous avez un moment dans votre vie où votre vie est changée. Le palmier à Mainau a changé ma vie parce que je ne suis pas comme les autres. Dans le fond, c'est l'horticulture. Un jour, sur l'horticulture, il faut que ce soit ça. Je ne savais pas comment me rendre là-dedans.
mais ça allait être ma vie, l'horticulture. Inspiré par un arbre. Drôle, mais c'est le cas. Bon, 2 ans plus tard, je pars pour l'université. J'avais étudié 1 an à l'Université de Toronto et je pars pour la ville de Québec. Et j'arrive, bloc appartement à Sillery, appartement au 4e étage avec 4 autres gars, on partage tout, puis il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de jardin, il y avait à peine un peu de pelouse autour, un peu entretenu, pas vraiment. C'est tout ce que j'avais. Toute ma vie, j'ai vécu dans un jardin. Il y avait toujours des plantes. J'ai trouvé ça épouvantable. Donc, tranquillement, j'ai commencé à faire des choses. D'abord, il y avait un balcon sur cet appartement-là. Et moi, j'ai vite découvert qu'on peut faire pas mal sur un balcon. Hein? Pas mal. J'ai fait un potager monstre avec le temps. J'en rajoutais à tous les ans. J'avais des paniers suspendus qui surplombaient le balcon. J'avais aussi des boîtes de fleurs à l'intérieur et à l'extérieur. J'avais des pots par terre, j'avais des plantes grimpantes. J'en produisais des légumes tellement que j'en donne. J'en avais pas pour les 4 gars qui partageaient avec moi. J'avais trop de légumes sur un balcon. Mais il faut dire que sur un balcon, là, vous n'avez pas de limaces. Vous n'avez pas de marmottes. Hein? Il y a certains avantages d'être au 4e étage. Et vraiment, donc, moi, j'ai commencé à jardiner sur un balcon tout de suite. La première année que je suis rendu à Québec. Et dans l'appartement des plantes intérieures. J'ai commencé à les collectionner. Et quelques années plus tard, je suis rendu à 600 plantes. Hein. C'était toute une histoire. Vous voyez que je suis un peu passionné. Hein. C'était pas un amour normal. Je suis bizarre. Il faut l'accepter. Je suis bizarre. Bon, moi, ça ne me dérange plus. À un moment donné, j'ai décidé que je veux devenir journaliste horticole. Le terme n'existait pas vraiment. J'ai comme créé ça de ma tête. Je voulais écrire parce que j'adore écrire. Et je voulais aussi écrire sur l'horticulture. Donc, j'ai décidé un jour de quitter mon emploi sans farce, sans avoir jamais fait un sou en écrivant et devenir journaliste. C'était complètement cinglé, mon affaire. Et ça a fini par marcher, peu à peu. J'ai fait bien des choses au début. Entre autres, il y a peut-être des gens qui se rappellent de cette une feuille de chou, dans le fond, à fleur de peau, que j'ai publiée pendant des années de temps, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. D'abord, je tapais à la machine à écrire au début, puis les ordinateurs sont arrivés vers la fin, donc j'ai avancé avec le temps, avec ça. J'ai dessiné tous les images. Moi, tellement bon le dessin, ça me prend beaucoup d'efforts à faire des images. Je n'avais pas d'appareil photo à l'époque, mais en tout cas vraiment une passion folle, un peu maniaque pour faire des choses semblables. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait un sou avec ça. Chaque numéro, je perdais de l'argent. Je n'étais pas très riche, très honnêtement. À un moment donné, je accroche un contrat au Soleil à Québec, le journal Le Soleil, et je collabore toujours avec Le Soleil depuis ce temps-là. Donc, j'étais tout jeune, hein, j'étais dans la vingtaine. Je devais avoir 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé au Soleil, là, j'ai 58. Donc, mais je suis collaborateur extérieur, je ne travaille pas au Soleil, je ne vais pas souvent dans le bureau, tout se fait maintenant de toute façon par ordinateur, mais je collabore avec Le Soleil, avec une chronique horticole depuis ce temps-là. L'histoire de ce livre-là est une histoire assez intéressante ou bizarre, je ne sais pas laquelle. Je suis devenu membre de l'association de journalistes horticoles. Ça existe, une association de langue anglaise, par exemple, le Garden Writers Association. D'ailleurs, je suis présentement vice-président de l'association et j'emmène le congrès annuel à Québec cette année-ci en plus. Mais je suis devenu membre, ils avaient fait une réunion à Ottawa, j'avais été, j'ai assisté aux conférences en Université des Jardins et je me suis assis à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas dans l'autobus. Je ne connaissais personne. C'est facile de trouver quelqu'un que je ne connaissais pas. Je commençais à jaser, je dis qu'est-ce que je fais, etc. Et c'était l'éditeur d'une série de livres qu'on appelle des livres auto, qui étaient très à la mode à l'époque, pas cher, plein de photos, etc. Et 2 mois plus tard, il me téléphone avec un contrat de livre. Donc, mon premier livre, c'était ça. C'est le livre que vous voyez ici, Houseplant Encyclopedia. J'étais tellement parti là-dedans, je ne savais pas faire maintenant où je peux trouver quelque chose de semblable en français. Je voulais écrire un livre sur les plantes intérieures en français. Je fais le tour des éditeurs. Les grands éditeurs ne voulaient même pas en parler, il n'y avait rien à faire.
édition de langue, oubliez ça, il n'y avait rien à faire. Il y avait 2, 3 places qui étaient intéressées. Une, je ne dirais pas le nom, mais ça existe toujours. Je ne trouvais pas que le livre était bien fait. Il y avait pas... Moi, j'aime ça avoir un instructeur qui va me corriger. Je fais des fautes, moi. Je veux que, quand on le révise, qu'on me corrige. Il n'y a personne qui est parfait. Mais on dirait qu'ils mettent n'importe quoi dans le livre. Alors, moi, je veux... Si c'est pas bon, je veux le savoir. Donc, j'ai fini par commencer avec un premier livre avec les éditions Broquet. Donc, ça, c'était le début vraiment de tous les livres que j'ai écrits depuis. Vous savez que l'an prochain, je vais rentrer à 50 livres de publiés. Donc, j'en publie 2 par année, des fois 3 par année, c'est des grandes années. Donc, ça fait vraiment un bout de temps que je collabore avec cette salle. Le problème maintenant, OK, j'avais comblé mon besoin de jardiner, j'ai comblé mon besoin de communiquer sur le jardinage, mais comment voyager? Si à l'époque, si je gagnais 15 000 $ par année, c'était beau. Des gens sur le bien-être social gagnaient plus cher que moi. Je n'avais pas le moyen de voyager, ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et quand on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut peut-être organiser des voyages. Et j'ai commencé à organiser des voyages comme ça, comme comité. J'étais membre de toutes les sociétés de la région de Québec. J'étais membre et j'étais sur le bureau de direction. Moi, je faisais de l'horticulture 24 heures par jour, presque. Et je suis devenu directeur de voyage pour une des sociétés des amis de Jean-Laval. Et au début, je voyageais organisais des voyages aller-retour dans la même journée. Et moi, je me disais, je voulais aller plus loin. Puis j'ai fini par le convaincre d'aller plus loin. J'ai fait un voyage en Floride avec eux. C'était mon premier voyage au loin. Et d'ailleurs, je l'ai fait en toute illégalité. Je ne savais pas. Et vous savez que vous n'avez pas le droit, en tant qu'organisation au Québec, de faire un voyage à l'extérieur du Québec de plus de 24 heures. Il faut passer par une agence de voyage dans ce cas-là. Parce qu'il y a beaucoup d'argent investi et c'est une garantie pour les gens. Mais vous savez pas. Personne ne m'a jamais arrêté. J'espère que le fait de me confesser ce soir, que je ne finirai pas en prison. En tout cas, j'ai fait des voyages comme ça. Et le premier voyage à l'étranger, c'était à l'exposition florale de Philadelphie, en 83. Donc, c'est pas d'hier, hein, ça fait un bon bout de temps. C'est une exposition extraordinaire, une énorme exposition florale qui a lieu tous les hivers, la plus ancienne exposition florale au monde. Plus de 200 ans maintenant, ça fonctionne. Et c'est vraiment quelque chose. Si vous avez l'occasion de venir, c'est toujours votre enceinte. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense que ça va commencer cette année-ci. Ça vaut la peine d'y aller. Et c'était une expérience vraiment intéressante. Finalement, j'ai fait des voyages à l'exposition florale de Philadelphie pendant peut-être 15 ans, à tous les printemps. Je faisais un voyage là-bas. Et ça, c'est le voyage en avion en 1984 avec Fairchild Tropical Gardens. Extraordinaire, un beau jardin, extraordinaire. Super intéressant. D'ailleurs, juste une anecdote, vous savez que le jardin a été détruit par un ouragan l'année suivante. Donc, ils l'ont reconstruit, mais je trouve ça incroyable de penser que le jardin a été détruit. Vizcaya aussi, qui était super, un jardin à l'italienne à Miami. Il faut le voir pour le voir. C'est assez incroyable. Il y a juste un problème à Miami. Moi, ça dépend, vous, ça ne paraît pas un problème. Moi, c'est un problème. J'étais tellement fasciné par la végétation que je ne connaissais pas la végétation tropicale. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Que j'avais toujours la tête collée comme ça, à regarder toutes sortes de choses. Et ils plantent des palmiers au plein milieu de trottoir. Et je passe mon temps à rentrer dans des palmiers. Un autre palmier. Je n'ai jamais été capable de m'habituer. Faites attention, Miami, les palmiers sont dangereux là. Il faut faire attention. Et j'ai fini par organiser un voyage en Europe. Aujourd'hui, je fais des voyages de moins de territoire. On se concentre. Mais la première fois, grande tournée d'Europe. Toute l'Europe avec ses jardins dans 14 jours. Fait qu'aujourd'hui, je mets que c'était peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, on avait de très belles choses pareilles. Et on est retourné à Maynard, d'ailleurs, mon jardin que j'aime. Le Musée de culture internationale, vous allez voir, ça a commencé là. Hein. C'est une idée de Maynard de faire des structures de 3 dimensions avec des plantes et des fleurs dedans. Roseraie à Rome,
Hampton Court à Londres avec son jardin à la française, plein de choses en 91. Un beau début de voyage à l'étranger. Et là, aujourd'hui, c'est 7 ou 8 voyages par année, même plus. Vraiment, plus de 30 pays que j'ai visités à date. J'étais sur tous les continents, sauf l'Atlantique. Disons que je ne vois pas comment je pourrais justifier un voyage pour voir des jardins de l'Atlantique, vu qu'il n'y en a pas sur le continent. Mais n'importe quel autre pays, il y a toujours des jardins. Moi, j'aurais bien en Islande, qui est magnifique jardin botanique en Islande. Moi, je suis prêt à y aller n'importe quand. Plein d'idées. Donc, je fais des voyages un peu partout, à travers le monde, en avion, en autobus, pas à pied, là, mais en tout cas, parce que plein de possibilités au cours des années. Maintenant, quand on fait des voyages, même quand c'est organisé, même quand tout est supposément planifié, il arrive des choses. C'est inévitable, il ne peut pas avoir un voyage où il n'arrive absolument rien. On voit toujours quelque chose qui arrive. Fait que je vais raconter quelques-unes de des surprises ou des moments inattendus qui sont des fois un peu cocasses. Des choses qu'on ne s'attendait pas. Moi, c'est des choses qu'on ne s'attendait pas de voir en voyage. Un exemple. Les premières fois qu'on a eu un problème en voyage en Californie. Et évidemment, Californie, c'est vaste. Californie, Arizona, plein de choses. Le Grand Canyon, wow, super beau. Puis on a visité la vallée de Lamont. Pour ceux qui connaissent la vallée de Lamont, vous descendez. C'est la partie de la terre la plus creuse au monde. Hein? Et en ressortant, le moteur de l'autobus est tellement chauffé qu'on est tombé en panne dans le désert. Le chauffeur de l'autobus était tout à fait paniqué. On savait déjà qu'il avait peur bleu des serpents à sonnette. Et dans sa tête, les serpents à sonnette, il y en avait partout. Partout. Il ne voulait pas qu'on sorte de l'autobus. Il faisait probablement 32 degrés. L'autobus était en panne. Pensez-vous qu'on va rester dans l'autobus? On est dehors, puis on a tous des manières de plantes. On fait quoi? On part dans la nature, puis on regarde des choses. On a passé une très agréable de 45 minutes à découvrir qu'on n'a pas une seule serpent-sonnette en plus. Et évidemment, comme c'était juste un surchauffement de moteur, on a reparti. Donc, la première plainte qui n'était pas une mauvaise chose de tout. Mais je me suis toujours dit, avec la photo de vautour, j'aurais dû me faire une chemise marquée « J'ai survécu à la vallée de la mort ». Je ne l'ai jamais fait. J'ai pensé de faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Des fois, on a des surprises. Vraiment des surprises, on ne s'attend pas de voir. On avait été aux îles Canaries. Et aux îles Canaries, c'est subtropical. Il y a des palmiers, des bananiers, il y a toutes sortes de choses, mais il y a des montagnes aussi. Et une fois aux 10 à 20 ans, il fait assez froid pour avoir de la neige. Bon, que pensez-vous qu'on a eu quand on était là? La neige. Il faisait, en bas, au niveau de la mer, il faisait pas froid, mais on s'attendait à des températures tropicales. C'était beaucoup plus une température de 7-8 degrés la nuit et 10-12 le jour. C'était parfaitement correct, mais pas ce qu'on s'attendait. Personne ne pouvait se baigner, hein? Des belles piscines, personne ne s'en servait. Et la montagne, on devait visiter la montagne, une montagne qui monte à Théodé, qui est un volcan, hein? Un grand volcan, et on a décidé de le visiter. On devait le visiter, on a monté, il y avait de la neige en masse sur la montagne. Et en montant encore le surchauffement, malgré la température n'était pas pareille comme Californie, l'autobus a carrément pris feu. Le moteur a pris feu, sans face. J'étais assis vers le vent, puis quelqu'un dit, on se sent le brûler de l'autobus. Voyons, c'est que ça. Puis on regarde en arrière, la fumée qui ressort. On pensait que c'était un camion ou quelque chose en arrière. C'était l'autobus. On débarque, on arrête l'autobus, on débarque tous. Et on a essentiellement fait une pause pour continuer. Ils avaient fait venir un autre autobus avant qui s'avait nous chercher, hein. Ça prenait un certain temps. Il y avait un autobus de touristes qui suivait pas loin en arrière, peut-être 10 minutes plus tard. Et ils nous ont remonté. Il y avait assez de place. Debout, là, mais on avait de place à l'intérieur. Ils nous ont montés, ils nous ont déposés sur un centre de villégiature en haute montagne, avec à peu près ça de neige. Et c'était tellement... On s'est amusé, vous n'avez pas d'idée. Il faisait pas froid, vraiment. T'sais.
bien protégé du vent. Il y avait des gens qui se faisaient bronzer sur la montagne. C'était peut-être une journée comme aujourd'hui sans le vent. OK, comme ça, à peu près. Et en plus, les gens de l'île ne savaient pas comment traiter de la neige. Fait qu'on a montré aux enfants comment glisser. On a une femme noire sur la montagne. C'était pas prévu dans notre voyage. C'était spécial. Mais ça arrive, des surprises. En tout cas, j'aimerais bien retourner à cette île-là, qui est magnifique d'ailleurs. Sans neige. Une journée un peu plus chaude que ça. Mais on ne peut pas le savoir. En des autobus, des fois, ça tombe en panne. Parmi les accidents ou des incidents, on n'a pas d'accidents, mais des incidents qu'on a eus, il y avait une fois ici, ça c'était pas notre autobus, je n'ai pas de photo de ça, j'ai manqué l'occasion en Thaïlande. L'infrastructure dans le pays est un peu inégale. C'était pas un autobus de 2 étages, c'est un autobus normal, mais il reste que c'était pas assez haut le viaduc. Puis on roule, tout d'un coup, et on avait tout raffiné le haut de l'autobus sur le viaduc. Et le chauffeur a continué comme si de rien n'était. Rien là. Vous savez, les Asiatiques sont bouddhistes. Il arrive des choses, bon, voilà, ça arrive, c'est tout. On ne s'inquiète pas. C'est normal. Nous, on panique. Les autres, là, oh, c'est voulu. Il n'y a rien de grave là. Quelques cas de pneus crevés, ça arrive à l'occasion. L'un des plus drôles, c'était en Afrique du Sud. On avait été en Afrique du Sud, super de beau pays en passant, magnifique, plein de choses à voir. Et le chauffeur qu'on avait cette journée-là, un jeune chauffeur, je pense que les chauffeurs apprennent un jour de ne pas inventer ou rajouter des choses au trajet. Mais lui était jeune, il débutait. Et on parlait de différentes choses, il voyait bien quand même la nature. Il dit, oh, je connais un moyen, on fait voir des flamants roses en grande quantité. Ah oui, on va aller voir ça. Mais le route était en sable. Sable. Et vous savez, moi, je n'avais pas trop d'expérience avec le sable. Mais c'est comme la neige. L'autobus est carrément entré dans le sable. Et on a beau bouger les roues. Plus qu'on les bouge, plus qu'on cale dans le sable. Donc, nous voilà pris dans le sable. Il commence à faire pour sortir de ça. Et croyez-vous pas, un fermier tout près avait des mules. Et à 2 mules, il les a sortis. Donc, c'était une expérience différente et originale. Et ça arrive des choses comme ça. Ou une autre fois, au Mexique, on devait visiter un nouveau parc qui s'ouvrait, un parc de nature qui s'ouvrait dans le coin de Yucatan. Et l'agence de voyage avait fait une tournée pour vérifier que tout est bien, tout est correct. Sauf qu'ils avaient fait le voyage en 4x4. En autobus, c'est pas la même chose. Et on arrive à un point où les branches étaient trop basses. Donc, me voilà sur le toit de l'autobus avec un autre gars, lever des branches, avancer un peu, baisser la branche, lever la branche, et finalement, ça, on voyait bien qu'on ne pouvait pas avancer. On a dû trouver le moyen de tourner l'autobus sur un chemin de rien. On a réussi pareil. Mais encore, ça arrive des choses comme ça. On voyage. Inondation en pleine saison sèche. Vous savez que bien des pays chauds ont des saisons sèches où il pleut à peu près pas. Donc, on y va en pensant qu'il va y avoir de pluie, pas trop, et seulement pas des inondations. Mais cette fois-là, on a eu une inondation. On s'en allait dans un coin, le poste de l'école qui s'appelle Limon, qui est sur la côte, donc on descend des montagnes, et on savait d'avance qu'il y avait un problème. Quelqu'un avait pris une radio, il semble avoir des inondations en avant. Puis on arrive à un point où absolument rien à faire pour passer. C'était comme un lac. Et c'est comme comme on voit à la télévision. Des maisons ressortaient de l'eau, des gens se promenaient de maison en maison en canot. On voit des gens marcher avec l'eau jusque là, avec une télévision sur l'épaule. C'était incroyable. J'ai pris plein de photos. Pas drôle pour les autres, mais intéressant pour nous de voir les gens avec l'inondation. Tristement, une anecdote pas drôle du tout pour le village en question. On a entendu parler d'un tout petit village qui venait juste de relier à la route pour la première fois. Première route, jamais. 3 jours après l'ouverture de la route est emportée par la inondation. 3 jours de route, fini. Ils sont isolés de nouveau. Ça, on n'a pas vu ça. Et on a resté sur une côte un bout de temps, et l'eau commence à baisser.
Puis nous, on se retardait, alors on avait une souper, un hôtel à terre, pas d'activité jusqu'en fin de journée, mais on voulait se rendre. Puis à un moment donné, on voit un premier camion qui ose essayer de traverser. Il traverse. Regardez. Il traverse, pas de problème. Un autre le fait. Un autre le fait. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ose traverser ça? Fait qu'on a mis toutes les valises dans l'autocar, parce que le bagage, c'est très bas. Et on a essayé de traverser, et c'est très bien été. Et c'est seulement quand vous êtes en train de le faire, vous dites, ben oui, mais on ne voit même pas où est la route. Vous n'avez aucune idée si vous êtes sur la route ou si vous n'êtes pas dans un trou. Pas du tout. En tout cas, on a passé pareil. Ça, c'est une inondation en pleine saison sèche. Ça, il y a des choses qui peuvent arriver. Évidemment, on va dans des pays pour voir des choses. Et des fois, on ne les voit pas. Je vais au Costa Rica à peu près tous les ans. Magnifique pays, plein de choses à voir, dont des volcans. Et normalement, on va visiter 3 volcans dans le pays. 2 sur lesquels on peut monter, Irasu et Porras, et un autre qu'on peut juste voir de loin, parce que c'est trop dangereux. Mais on ne sait jamais si on va même voir quelque chose. Il faut prévoir la journée. Si on va voir un volcan, et des fois on arrive en haut, on est dans les nuages, et on ne voit rien du tout. Fait que ça peut arriver à l'occasion qu'on ne voit rien du tout. On a souvent été chanceux, même des journées nuageuses, très souvent, les nuages lèvent juste au moment où on arrive, ou pas longtemps on est là, et on voit quelque chose. Mais juste une autre anecdote comique ici. Vous regardez l'Arenal ici. C'est un volcan, style vrai volcan. C'est pointu et ça explose régulièrement. Hein? Vous entendez des booms et des bangs et vous voyez la lave descendre, etc. Et maintenant, on n'a plus le droit d'aller sur la montagne. Mais dans les années 80, ils n'avaient pas commencé à mettre des règles. On a monté sur la montagne. On est juste à côté de la lave. La lave était là, on était juste là, regardez ça. Et quand ça faisait bing et boum et bang, on se cachait là quelques minutes pour que les pierres arrêtent de tomber. Et aujourd'hui, on ne nous permet pas de faire ça. Il y a des limites, on ne peut pas approcher. Mais ça va être une belle expérience. Et différent. On ne nous laisse pas aller dans ce cas-là maintenant. Par contre, il y a des choses extraordinaires au pied de cette montagne-là. Absolument extraordinaires. Ouais, c'est ça, les nuages. Évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver quand on visite le Jourdain. Comme au Québec, même si on dit, on va aller quelques mois, pas au mois de juillet, il fait beau au mois de juillet, ben, c'est pas toujours le cas. Fait qu'on a des fois de la pluie. Quand c'est pas une grosse pluie, c'est pas trop grave. Visiter un Jourdain avec une pluie fine, vous savez que c'est pas si vieux que ça. Et même les photos sont très bien. Hein? Une pluie fine, ça fait une belle lumière, c'est super beau. Grosse pluie, c'est moins drôle. Mais il y a une petite pluie. Mais des fois, ça arrive. Et ça, c'est des photos d'un autre voyage au Costa Rica, où, dans une place qui s'appelle Tortuguero, où il s'est mis à pleuvoir, mais pas à peu près. Tortuguero, c'est ma place préférée au Costa Rica. Imaginez-vous un village sur une péninsule où il n'y a pas de route, il y a de l'électricité, mais pas de route. Ça prend 2h30 de bateau pour se rendre dans ce village-là. Et c'est comme être dans une autre planète rendu sur place. Tout est bien calme, il n'y a pas de route. Le village, le centre du village, c'est la route. Les seuls véhicules qu'on voit, c'est soit des bicyclettes ou des chevaux. Il n'y a rien d'autre. Tout est intéressant. Mais tout est sur piloté, même le sentier principal est surrelevé, parce que des fois, il y a de l'eau et pas à peu près. Donc, on voit ici, ça c'était le jardin de notre hôtel, ça c'est les chambres de l'hôtel. Magnifique jardin. On pouvait voir, mais on a fait mettre les bottes jusqu'ici pour aller visiter le jardin parce que c'était plein d'eau. Et vous avez cette grande plante-là, Gunera, qui a des feuilles gigantesques, on appelle ça le parapluie des pauvres. Et regardez la taille, on pourrait facilement se cacher sous ça, pas de problème. Fait qu'il y a toujours moyen de visiter. La tempête du siècle. Peut-être qu'il doit y avoir un nouveau tempête du siècle depuis quelques temps aux États-Unis. Mais le 12 et 13 mars 1993, je pense qu'ils ont changé. Si vous allez sur l'Internet chercher le mot Snowstorm of the Century, il y a 2-3 jours au moins, vous tombez sur ça. Cette tempête du siècle de 12-13 mars 1993. J'étais avec un groupe à Philadelphie pour l'exposition florale de Philadelphie. Et on visitait d'abord l'exposition florale.
C'était notre premier but, puis on allait voir le Jordan Longwood. C'est très beau, été comme hiver, ce Jordan-là, donc pas de problème là. Puis, la journée qu'on a visité, c'était le vendredi, le 12, le vendredi. Et vers la fin de la journée, nous, on passait la journée là. C'est tellement vaste, cette exposition-là, vous en avez pour la journée. Vers la fin de la journée, tout d'un coup, le monde commence à rentrer. Mais du monde, puis du monde, puis du monde. Moi, je vais dire, et à la fin de la journée, c'est le contraire. Je vais dire aux gens, si le défilé, attendez la fin de la journée. Il n'y en a pas à la fin de la journée, on peut visiter plus facilement. Le monde rentrait, puis rentrait, puis rentrait. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à quelqu'un, pourquoi il y a tant de gens qui arrivent? Vous ne l'avez pas entendu? On annonce la tempête du siècle pour cette nuit. Et les gens viennent voir au cas où que l'exposition soit fermée le lendemain. Et effectivement, l'exposition a été fermée le lendemain. Mais en tout cas, nous, on a visité l'exposition, tout est beau, le lendemain se lève, et Philadelphie était fermée. Rien ne fonctionnait. Le métro, je vois, le métro, ça doit vraiment marcher? Non. Même le métro était fermé. Il n'y a rien qui marchait. En Philadelphie même, il faut seulement prendre des neiges. Mais ils n'avaient pas d'équipement pour l'enlever. Ils attendaient que ça tombe. Bon. À la campagne, il y avait juste 4 pieds de neige. Même nous, on ne voit pas de 4 pieds de neige qui tombent en 24 heures. C'est de la neige. Fait que, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On avait prévu cette journée-là, faire un tour de ville. Le guide ne pouvait pas rentrer en ville, impossible. Ça, c'était raté. Et on prévoyait aller à Longwood Gardens. Magnifique jardin. Extraordinaire. Et donc, moi, le guide m'a dit, je téléphone le guide, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut rien faire, OK? Je téléphone à Longwood Gardens. Êtes-vous ouvert? Longwood, c'est le premier jardin des États-Unis, hein? Le jardin le plus visité du pays. Et la dame qui m'a parlé, un petit peu hautaine, peut-être, monsieur, nous sommes ouverts 364 jours par année, comme si une tempête pouvait fermer Longwood Gardens. Impossible! Donc, j'en parle avec le chauffeur de chez nous, il a de l'expérience avec la neige. C'était pas la première fois qu'il envoyait. Il a dit, je dis, est-ce qu'il y a moyen qu'on aille à Longwood, qui était à peu près une heure de route, hein? Il dit, ouais, je devrais être capable. Il vérifie, il fait quelques téléphones, ouais, on devrait être capable. Les routes sont un peu déblayées, parce qu'en dehors de Philadelphie, il fait quand même quelques gars, dans la ville même, ça ne marche pas du tout. Fait que, on part pour le truc. Oh! Quelle journée extraordinaire! On est arrivé là, il y avait 4 pieds de neige, tout ça. L'entrée était déblayée, on a pu rentrer, pas de problème. Vous ne serez pas surpris de prendre qu'on était les seules personnes qui restaient au jardin cette journée-là. Hein? Personne d'autre, c'était à nous le jardin. Et il y avait des arbres pleins de fleurs, couvertes de neige, des gros flocons qui tombaient. Oh, quelle beauté! Extraordinaire. Et là, on arrive aux serres, des grandes serres, extraordinaires dans le jardin. On arrive aux serres, on ouvre la porte, et c'est la saison de floraison des mimosas, avec leur parfum extraordinaire. On ouvre la porte de la serre, dans la tempête de neige, et l'humidité sort, le parfum sort, et au loin, j'entends quoi? Une tondeuse. Il tondait le gazon dans la serre. Wow, quel moment extraordinaire. Je dis, ça y est, c'est le paradis. Le paradis. La preuve, c'est qu'il y a une belle pelouse dans une tempête de neige et c'est même pas moi qui a droit à la tombe. Wow, extraordinaire. D'ailleurs, j'ai encore plein de gens qui m'en rappellent. Tu te rappelles-tu de la tempête à Longwood Gardens? Tout le monde se rappelle de ça. C'était pas fini notre histoire. Au retour, on devait visiter, faire le tour de ville dans la matinée, Longwood dans l'après-midi. On est inversé. Oh, c'est vrai aussi. À la fin de notre visite à Longwood, on devait partir vers midi et demi. Tout d'un coup, on entend boum! Panneau de vitre qui était tombé sous le poids de la neige. Puis boum! Un autre panneau de vitre. Et là, cette année-là, Longwood Garden était fermé 363 journées et demie. Alors, une journée et demie, d'accord. Une demi-journée. Il nous a fait sortir. On avait fini de visiter de toute façon. On entre en ville. Et je dis, bon, on est en autobus. Je pourrais bien faire au moins un tour de ville sommaire pour vous voyez un peu de Philadelphie. Fait que j'ai fait le tour moi-même avec l'autobus. Et c'était incroyable de voir les gens travailler
sur la neige. Ils prenaient des balais pour lever la neige, des pelles rondes. Ils n'avaient pas d'équipement. Donc pour nous, c'était fascinant de voir tous ces gens-là qui essaient de vivre avec la neige. C'était vraiment intéressant. Et évidemment, tout était fermé, sauf une place. On arrive dans le vieux quartier, devant la cloche de la liberté. Et je dis, un instant, ça a l'air d'être ouvert. Fait que je dis aux gens d'attendre, je vais les voir. Je vais là-bas, effectivement, c'était ouvert. Et je dis, est-ce qu'on peut rentrer? Bien sûr, on va rentrer, c'est gratuit, hein, on peut rentrer. Mais comment ça que c'est ouvert? Oh, ici, c'est fédéral. Philadelphie est fermé, l'État est fermé, pas le fédéral. Fait qu'on a une visite privée de la cloche. La première fois que je vois aussi peu de personnes dans la cloche de la liberté. Mais en tout cas, ça fait une super belle expérience des fois. C'est pas parce que la température tourne contre nous qu'on n'a pas de plaisir. Hein. C'est vraiment le fun des fois. Maintenant, vive les fonctionnaires français. Oh. La France et l'Italie, d'ailleurs, les deux, c'est la même histoire. C'est pas le public qui gère, c'est les fonctionnaires qui gèrent. Et ce qui décide, c'est ce qui va se faire. Il y a une célèbre jardin, je ne donnerai pas son nom parce que maintenant, paraît-il, le monsieur n'est plus là. Mais un célèbre jardin à Paris, magnifique jardin que j'aime bien visiter, et c'est bien marqué d'abord, ouverture 9h le matin. C'est pas vrai. 9h le matin, pile. Je l'ai fait 2 jours de fil, je l'ai vu faire. 9h pile, le fonctionnaire qui gère le Biarritz arrive. Il rentre, ferme la porte à clé, s'installe, prend son café, lit son journal. Quand il est terminé, peu importe le nombre de personnes qui font le fil devant, il sort, il ouvre la porte. Et vous entrez. Fin de journée, ça doit fermer à 16h30. À 16h, le cloche sonne. Sortez tout le monde, tout de suite. Pas question de rester une minute de plus, parce que lui, il doit partir. Donc, et ce n'est pas la seule fois que j'ai vécu des situations semblables. Des jardins bien marqués ouverts, où on est confirmé, mais la personne qui gérait a décidé qu'il n'ouvre pas cette journée-là, ou qu'il y avait autre chose à faire, ou s'il ne tentait pas, on n'a jamais su. France et Italie, c'est la même histoire aussi. Aussi, allez partout en France. Pelouse interdite. Ne marchez pas sur les pelouses. Vous ne pouvez pas marcher sur cette pelouse dans tout le pays. Des fondus, des beaux parcs magnifiques. Tout le monde est sur le trottoir. Vous ne pouvez pas les quitter. Si vous osez mettre un pied sur la pelouse, on vient crier avec une sifflet pour vous acquitter. Allez en Allemagne. Ils sont tous dans la pelouse. D'ailleurs, ils se déshabillent 100%, ils se couchent dans la pelouse complètement nus dans les parcs de ville. Et donc c'est vrai. C'est pas mal différent entre les deux pays. C'est quand même assez drôle. Mais c'est drôle aussi. À la recherche de plantes rares et exotiques. Moi, j'aime ça quand je tombe sur quelque chose de vraiment original. Des choses que je n'ai pas pu voir ailleurs. Des plantes vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et une des plantes que j'ai vues, c'est cette plante-là. Ça sent pas bon, absolument pas, ça n'a pas de bon sens. C'est la plus grosse inflorescence au monde. L'inflorescence, juste au haut en bas, c'est 2 mètres de haut. Donc, c'est la hauteur d'un être humain, grand être humain d'ailleurs. Et en fait, la colonne ici est couverte de milliers et milliers de petites fleurs, et ça, c'est une bractée qui est autour. Ça sent pas bon parce que c'est une plante qui attire les mouches. Comment je dirais? Je n'ai pas dit ça. Des mouches de charogne, on va dire. OK, c'est OK. On va dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas dit. Vous ne pouvez pas dire que je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Mais c'est vraiment sa façon de se faire polliniser. La fleur ne dure que 3 jours. Et la plante fleurit une fois aux 15 à 25 ans. Donc, être là au bon moment, il faut avoir de la chance. Au moins, ou encore, vous devez être prêt à partir n'importe quand, n'importe où à travers le monde pour le voir. Moi, j'ai souvent vu la plante sous fond de feuillage. Ça, c'est à Kew Garden à Londres. Et à Kew Garden, ils en ont. La plante fait une seule feuille par année. Une feuille. On dirait un arbre avec un tronc gros comme ça, c'est la pétiole.
et c'est une feuille divisée, et c'est une feuille par année. Déjà en soi, c'est spectaculaire. Mais il fallait que je sois à Fairchild Tropical Garden par accident. Je n'ai pas prévu de voyage pour ça, mais j'étais là la dernière journée de la floraison de la plante en 2008. Fait que, quand même, c'est incroyable. Morphophallus, vous voyez le mot phallus là-dedans? Morphophallus, devinez qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, titanique, gigantesque, une plante assez exceptionnelle. La plus grosse fleur au monde. Là, c'est pas une inflorescence mélangée plein de petites fleurs. Une seule fleur. Ça, c'est de Rafflesia arnoldii. Ça, c'est 2 enfants. Et ça aussi, ça sent la même chose que l'autre. Ça attire toujours des mouches à charon, comme on va dire. J'avais fait un voyage avec un groupe de journalistes horticoles à Bornéo, et je savais qu'il y avait cette plante-là dans la montagne. Et les plupart des autres, moi je suis bien maniaque des plantes, d'autres personnes aiment le management paysager. Moi, c'est les plantes qui m'intéressent le plus. Et j'ai demandé, OK, il y a des chances qu'on voit cette plante-là. Fait qu'il fait quelques téléphones. Il dit, ouais, on va passer à côté du jardin botanique de Mont-Pintebrula. C'est une place qu'on a visitée. Mais il paraît que la flamme est ouverte aujourd'hui. C'est déjà juste 3 jours. Pour moi, ça va être fermé, ça va être trop tard. Je dis, oh, c'est alors, mais j'aurais aimé savoir cette plante-là. Mais on monte la montagne, on s'en va en haut de la montagne. Et le long de la route, on voit encore 4 fleurs géantes. Quelque chose comme 35 sous. C'est ce qui était marqué. Fait qu'on arrête. C'était une forestier qui avait trouvé une plante en fleurs dans la forêt. Et il s'est installé avec sa femme et ses 2 enfants pour la journée, avant des billets, pour faire de l'argent. Et évidemment, pour nous, 35 sous, ça m'a fait rien. Ça m'a fait plaisir de payer ça pour voir ça. Et j'ai même pu faire poser les enfants à côté de la fleur. Et cette plante-là, en Rafflesia, est une plante bizarre. Hein? C'est pas un champignon, c'est une vraie plante à fleurs, mais la plante est aussi une plante parasite. Elle vit sur les racines d'une plante grimpante dans la forêt et passe toute sa vie invisible sous la terre, ne fait aucune feuille, rien de visible, seulement lors de la floraison, des gros boutons comme ça. Et on a vu d'autres boutons autour. Hein? On a vu, est-ce qu'on a pas dans la photo, je pense pas. Donc, dans les jours à venir, il y aura d'autres fleurs qui s'ouvrent. Mais on voit juste la plante lorsque c'est en fleur. C'est le seul moment où on peut le voir. Mais absolument extraordinaire, cette plante-là. Le baobab, vous rappelez l'histoire de Petit Prince. Mais c'est des arbres absolument extraordinaires. Ça, c'est en saison de croissance, parce que l'eau, il a plu, et il y a plein de feuilles dans l'arbre. Mais la moitié de l'année, il n'y a pas de feuilles dans l'arbre, juste des branches. Et les Africains disent que c'est la plante qui pousse à l'envers. Ils croient que ce sont des racines dans le ciel et que les feuilles sont quelque part dans la terre. On ne peut pas mais on peut l'imaginer. C'est absolument extraordinaire. La plante est tellement grosse et gigantesque comme tronc que dans certaines régions, les gens creusent des trous dedans et vivent dans le tronc de l'arbre vivant. Ouais. Et l'arbre est des fruits comestibles, donc les gens récoltent les fruits, les mangent. Et dans certaines régions d'Afrique, j'en ai vu en Afrique du Sud, mais il y en a d'autres pays d'Afrique aussi, c'est même pas une plante rare. J'ai déjà essayé de cultiver ça chez moi. Quand mes enfants étaient petits, j'ai dit, bon, on va faire comme le Petit Prince, on va cultiver notre baobab. Ça germe, mais ça pousse pas bien. Plein d'araignées rouges, hein, c'est bien difficile à regarder. En tout cas, c'était une belle expérience pareille. Et une plante absolument exotique et très originale. Weltwichia mirabilis, en Afrique du Sud. Bizarre de plante. Bizarre, et pas beau. Mais c'est très original. En fait, c'est un conifère primitif. Fait pas d'aiguilles. Fait tout ce que la plante fait dans toute sa vie, c'est 2 cotylédons. Vous savez, les premières feuilles d'une plante, et jamais qu'il fait d'autre chose. Les cotylédons poussent en longueur toute la vie durant de la plante, qui peut vivre 300 ans et plus. Et l'extrémité est tellement âgée que ça finit par sécher, mais il se repousse constamment de la base, comme ça, tout le temps, et finit par, d'ailleurs, se déchirer, découper, ça donne presque plusieurs feuilles. Il y en a seulement 2 durant toute la vie de la plante. Il y a une trompe gros comme ça de haut.
Incroyable, c'est bizarre. Il y en a au Jardin botanique de Montréal. Hein? Si vous allez dans les serres, il n'est pas gros comme ça. Et une tronc gros comme ça, il est tout petit. Il a seulement peut-être 50 ans. Mais incroyable, bizarre de plante. Et ça fleurit, mais les fleurs sont tout à fait ordinaires, comme les conifères en général. Ce pas des plantes à fleurs voyantes. Mais ça vous fait toute une plante bizarre à aller voir, si vous êtes en Namibie ou en Afrique du Sud, dans les bonnes régions. Le dragonnier des Canaries, on a parlé des Canaries tantôt, et ce célèbre arbre gigantesque aux tiges toutes enflées et avec un sang rouge. C'est pas de sang, bien sûr, c'est de la sève. Mais les anciens disaient que c'était le sang de dragon. Et évidemment, pour les autres, les branches représentent des branches, des bras de dragon, des têtes de dragon. L'arbre est absolument extraordinaire. C'est tellement bizarre. Il y en a un qui dit qu'il y a plus de 1000 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, spectaculaire. Et d'ailleurs, cette sève-là, on s'en sert. Hein? Le rouge de cet violet, ça vient de ça. On utilise ça pour peindre des objets. Donc, un bel arbre extraordinaire. Et le plus intéressant, peut-être éventuellement, c'est que ça peut se cultiver chez vous aussi, à l'intérieur. Et je suis revenu avec des sachets de semences de 3 graines de dragonnier. Il y en a seulement une graine qui est germée. L'arbre est maintenant ça de haut avec un tronc ça de large dans ma serre. Et là, la question, c'est que je pense que je vais être obligé de couper la tête parce qu'il ne pourrait plus rentrer dans la serre bientôt. Mais il fait juste une tige, je n'ai pas les branches encore. Mais c'est peut-être une racine très jolie et pas du tout compliqué de cultiver. C'est une racine énorme. Facile. Pas plus facile parce qu'il parle de la sécheresse plus que les autres. Mais c'est toute une plante avec plein de légendes derrière cette plante-là. Cherchez dans les légendes grecques qui en parlent beaucoup de cette célèbre Dracena. D'ailleurs, le nom Dracena veut dire dragon et Draco veut dire dragon. Donc, c'est le dragon, si vous le traduisez le nom. Spectaculaire. L'arbre à boule de canon. Ça vient en fait du Brésil, mais c'est souvent planté. Moi, j'en ai vu au Costa Rica, j'en ai vu au Panama aussi. Vous avez donc un arbre assez grand, pas gigantesque, et les gens qui sont là-bas sont plus grands que les arbres chez nous, avec une fleur absolument extraordinaire d'ailleurs. Regardez ça, la fleur est bizarre. Mais les fruits sont produits sur des tiges tout près du tronc. C'est pas comme les arbres chez nous, où les fleurs sont produites sur les branches, c'est près du tronc. Et vous comprenez, au poids que ça fait, les branches vont casser. Fait que la plante produit des fruits sur le tronc. Et juste pour donner une chose intéressante, regardez que ces espèces de vitamines bizarres placées comme ça, c'est fait pour ça parce que c'est pollinisé uniquement par les chauves-souris. Et les chauves-souris qui mangent que le pollen des fleurs et le nectar des fleurs et mettent leur tête à l'intérieur pour chercher le nectar et partent avec le pollen sur la tête et ils vont visser nos fleurs. Donc c'est la raison d'être de ces fleurs bizarres-là. Mais c'est gros comme un bout de canon, c'est dur comme la terre. J'ai jamais vu personne essayer de le lancer avec un canon, mais je peux croire que ça pourrait peut-être arriver. Hein? C'est vraiment spectaculaire. Le genre de plante qui va vous impressionner en voyage. Le plus gros fruit du monde, ça s'appelle coco de mer, l'Odicea maldivica. Et c'est une palmier qui, malgré le nom de coco, n'est pas apparenté au cocotier. Les cocotiers ont des frondes un peu comme une fougère. Lui est coupé complètement différemment. On trouve seulement sur 2 îles dans les Seychelles. D'ailleurs, le nom maldivica est une erreur, parce qu'on ne savait pas d'où il venait. Mais l'histoire de ce fruit gigantesque, qui peut peser jusqu'à 42 kilogrammes, est le suivant. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. C'est que quand les Européens ont commencé à explorer dans la mer, pas Pacifique, j'oublie le nom, peu importe, où se trouvent les Seychelles, en tout cas, côté de l'Afrique, ils ont vu des fois des gros fruits flotter dans l'eau. Et d'ailleurs, qui leur ressemblent à des fesses de femmes. Donc, on appelle d'ailleurs coco-fesses. C'est un autre nom pour le temps, coco-fesses. Donc, ils voyaient ces fruits flotter dans l'eau, ils reconnaissaient la texture d'une noix de coco, ils ont dit que c'est droit des cocotiers qui poussent sous la mer. Donc, eux, ils croyaient qu'il y avait des forêts de palmiers sous la mer, quelque part. Et comme ils ont vu ça près des Maldives, ils ont dit, dans les noms maldiviques, finalement, on les a trouvés ces Seychelles. Et en fait, le fruit ne flotte même pas au début.
Si ça tombe à l'eau, au bout de bien des années, c'est pourri assez pour remonter à la surface et pour flotter. Donc, c'est une plantation extraordinaire. Et chaque fruit prend 6 à 7 ans à mûrir. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Une plante menacée, il y en a très très peu qui restent. Et les îles Seychelles sont en train de disparaître sous la mer. Le futur n'est pas bon pour la plante. La plus grosse feuille au monde, moi j'ai vu ça au Raphia regalis, je l'ai vu au Wilson Botanical Garden en Costa Rica. En fait, la plante vient de l'Afrique, mais il y a d'autres espèces de raffia presque aussi grands au Costa Rica à l'état sauvage. Et vous avez de longues feuilles qui peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres de long pour une seule feuille. 82 pieds si vous êtes habitué aux pieds. C'est impossible, je crois. La longueur de la salle, presque. Mais incroyable. Grand panier. Et d'ailleurs, raffia, est-ce que ça veut dire quelque chose? On utilise des fibres de raffia pour toutes les choses. D'ailleurs, c'était la mode, je pense que c'est encore la mode. On balayait nos cadeaux avec ça, etc. Donc, c'est ça. Oh, d'ailleurs, je viens de... La longueur, quelqu'un me dit, on peut le dire que c'est la longueur d'une salle de basket, la feuille. Mais ça, il faut le voir pour le croire. C'est presque pas possible. Et je ne voudrais pas recevoir cette feuille-là sur la tête. Hein? Absolument pas. C'est gigantesque. Et évidemment, à ton voyage, on voit des jardins, on voit des plantes, mais on voit des animaux aussi. Je ne veux pas. Donc, parmi les animaux intéressants qu'on a vus, ici, je souligne l'attaque des kéas. Ça, c'est au glacier Franz-Joseph, celui du sud, Nouvelle-Zélande. Les kéas, c'est des perroquets assez ternes. Elles sont pas super voyantes. Elles sont vert brun presque. Des gros perroquets gros comme ça. Et c'est plus ou moins terrestre. La plupart des perroquets volent. Les autres, ils restent beaucoup de temps par terre. Et nous, on avait été montés sur le glacier. Ça avait été super. Carrément sur le glacier. Vraiment de fun. Évidemment, il fallait marcher dans l'eau un petit peu, mais c'est pas grave. Une belle visite. Mais il se trouve que les kéas, paraît-il, aiment bien le goût de caoutchouc. Je ne sais pas pourquoi, mais aiment bien le goût de caoutchouc. Fait qu'en revenant en autobus, l'autobus était comme ici, il y avait plusieurs kéas en train d'arracher tous les morceaux de caoutchouc de notre dos. Le propriétaire arrive, il essaie de les chasser. Pas peur des êtres humains, ces oiseaux-là. Il ne faut que changer de côté et arracher encore d'autres morceaux. Fait que, laissez pas votre dos dans le secteur si vous avez le stationner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles peuvent. Ils peuvent bien voir dans de plastique comme ça, de caoutchouc comme ça. Invasion de coati. Les coatis vivent en colonie. Vous avez la mère et des fois jusqu'à 20 bébés. Et quand ils arrivent quelque part, ils arrivent. Ils ont plus très peur de le mettre. Ils sont très proches, bien sûr, des ratons laveurs. Hein, vous le voyez, un raton laveur avec un nez beaucoup plus allongé. Et ils arrêtent. Ils savent que les touristes ont souvent de la nourriture. Fait qu'ils s'installent et autour de nos véhicules, puis ils demandent de quoi manger. Et habituellement, les gens vont dedans aussi. Hein. Les gens se gênent pas. Une occasion de prendre des photos avec ces animaux. L'inversion des macaques. À Lopburi en Thaïlande. Lopburi est célèbre pour son temple des macaques. Et ils vénèrent les macaques, c'est un animal protégé pour eux, jamais qu'ils vont les toucher. Et ils ont fait un temple avec des sculptures de macaques qui laissent les offrandes dans le temple aux dieux des macaques. Et les macaques viennent manger les offrandes, bien sûr. Et il y en a partout dans la ville. Ils courent sur les fils électriques partout. Ils rentrent dans les magasins, ils volent des choses. Et il y a une dame dans le groupe, il y a un macaque qui part avec ses lunettes. Il fallait attendre qu'il décide de lâcher ça, parce qu'à un moment donné, il avait fait tous les bords, c'était pas mangeable, il l'a lancé par terre, c'est net. Mais c'est vraiment quelque chose. On le voit ici, quand ils montent l'autocar, les macaques ici en haut, quand ils sont sur le toit de l'autocar pendant qu'on attend. Le plus gros, c'est d'entrer dans une boutique chic, élégante, plein de choses, et les macaques rentrent et sortent. Comme s'ils étaient chez eux, mais les gens dans le coin les prennent comme des ancêtres, hein, ils ne les dérangent pas, ils les tolèrent. Mais ils sont assez agressifs, ces animaux-là. Mais le plus drôle, c'est de voir des bébés macaques se lancer dans l'eau.
ils ont appris qu'ils peuvent sauter dans ce bassin-là et ressortir. Les macaques, normalement, ne nagent pas tellement, mais ils s'installent ça, ils se lancent comme les êtres humains, comme des enfants. C'est fascinant de les voir, les macaques. Des invasions partout. Invasion de lions de mer à Fisherman's Wharf à San Francisco. Pas besoin d'un pays bien exotique pour avoir des invasions. Regardez ça. Ça, c'est des quais où les gens ont payé très cher pour encore leur yacht et ne peuvent plus y aller. Il y a plein de lions de mer qui ont décidé, des autoristes préférés, qui ont pris la place. Ils aiment bien se hisser hors de l'eau et se faire bronzer sur les quais. Donc, qu'est-ce que faire? Évidemment, c'est devenu un intérêt touristique majeur. Les gens viennent voir ces animaux-là et ils se battent des fois ou ils se crient après. C'est intéressant à voir. Mais vous savez qu'ils ont réglé le problème, enfin. Allez-y, plus maintenant, il n'y en a plus sur les quais. Et vous ne croirez jamais comment ils ont réglé le problème. Et vous avez assez des canons qui font du bruit et plein de choses. Ils ont réglé le problème avec de l'eau. Vous avez déjà vu ça? Le scarecrow, c'est un arroseur muni d'un détecteur de mouvement. Vous l'installez pour chasser les animaux chez vous. Hein? C'est une invention canadienne. Hein? Ça vient du Canada. Puis, à l'origine, c'était vendu aux jardiniers. C'est toujours vendu aux jardiniers. Ça règle les problèmes de chevreuil, ça règle les problèmes de moufettes, ça règle le problème des voisins qui traversent votre haie. C'est le problème réglé. Mais ça marche. Ils les ont installés là, poil ou pas, mais des lions mettent encore de l'eau. ça se peut pas, mais c'est le fait de se faire lancer de l'eau en pleine face. C'est pas dans le naturel. Maintenant, ils s'en servent, le même produit, ils s'en servent maintenant dans des décharges, dans les municipales, dans des villes, pour chasser les vautours. Les vautours, là, ne peuvent pas se faire arroser non plus. Fait que, voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien fascinant, mais c'est quand même le fun à voir. Taquiner un crocodile. Crocodile safari, Tacoles au Costa Rica. Vous savez, les crocodiles, c'est pas petit, hein? C'est même énorme. C'est vraiment gigantesque. Mais il y a des gens qui amènent des voyageurs dans des bateaux très élevés, d'ailleurs, par rapport à l'eau, parce que vous n'avez pas un canot et laisser traîner votre main dans l'eau. Voilà. Ça ne serait pas une bonne idée. Là. Vous êtes mieux de garder les bras à l'intérieur. En tout cas, on est bien surlevé par rapport à l'eau, il n'y a pas de danger. Et à un moment donné, ils connaissent le crocodile et ils sont nourris avec du poulet. Du poulet ordinaire. Ils disent juste des poulets, puis dedans. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Et plumé, tout le quête. Prêt à manger quasiment. Ça, c'est pas lui. Et les crocodiles, c'est pas si stupide que ça, ils se rendent compte que c'est de la nourriture. Fait qu'ils vont venir, et quand ils voient le gars arriver, ils savent que c'est lui qui apporte des poulets. Fait que là, il débarque sur son petite île, puis les crocodiles commencent à sortir de l'eau. Puis lui, il va les taquiner, il va présenter devant leur bouche grande pour l'attraper, et c'est quelque chose. Évidemment, si vous regardez ses jambes, il y a plusieurs cicatrices, hein? Et il s'est fait pincer plus qu'une fois. Je pense bien, mais c'est quelque chose à voir. C'est bien impressionnant. Dans la nature comme ça, en plus, c'est même pas là. À chaque enfleuré, ils font ça dans des espèces de bassins artificiels, mais c'est vraiment dans la nature. C'est quelque chose à voir. Tortue géante aux îles Galapagos. Vous avez déjà entendu parler. Il y en a beaucoup moins quand on a introduit des chèvres et des rats sur l'île qui tuent des bébés tortues. Fait qu'ils ont difficulté à se reproduire. C'est gigantesque, mais vraiment incroyablement grand. Pas dangereux du tout, hein. Ils ne veulent pas qu'on les touche, mais on pourrait carrément les toucher. Ils ne montent pas. C'est strictement végétarien. Et vous pouvez les voir dans le paysage, au loin. On dirait quasiment des vaches. Ça a la tête baissée, comme s'ils broutaient. Et ils broutent d'ailleurs, en fait. C'est comme des vaches tortues. Gigantesques. Avec ça, on va arrêter pour la pause. Et à la fin de la pause, je vais vous présenter quelques voyages mémorables, des choses à découvrir, à voir. Et si vous voulez voir mes livres, ils sont là ici pendant la pause. On fait tantôt.